Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver après ces dernières émissions qui ont fait beaucoup parler et qui ont surtout fait une audience incroyable. Donc merci à vous tous de les avoir regardés. Merci à vous qui nous soutenez sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. C'est grâce à vous, je ne cesse de le répéter, que chaque semaine, nous pouvons produire ces nouvelles émissions. Alors notre invité cette semaine est un invité que j'avais reçu il y a seulement quelques mois, mais à chaque fois d'ailleurs qu'il participe à une émission, eh bien là aussi on bat des records d'audience. Mais au-delà de ça, c'est bien sûr par intérêt, bien sûr pour ce qu'il dit, que nous l'invitons à chaque fois, puisque évidemment il a une parole pour le moins incorrectible, on peut le dire en tout cas. Il est de passage en France et il repart en Russie dans quelques jours, donc c'était pour nous l'occasion de le recevoir aujourd'hui. À l'heure où nous enregistrons, c'est d'ailleurs son anniversaire, donc joyeux anniversaire, cher Xavier Moreau, bonsoir. Bonsoir, Éric, merci pour votre invitation. Écoutez, en tout cas, on est ravis que vous ayez accepté, en plus en ce jour particulier pour vous. Donc, on va fêter cet anniversaire ensemble. C'est un privilège que vous nous donnez. Donc, vous êtes déjà un personnage bien connu, Xavier Moreau, de ceux qui nous regardent. Donc, on ne va pas revenir aujourd'hui sur votre parcours. Je vous propose plutôt de commencer cette émission en revenant directement sur les actualités bien sûr récentes de la guerre, notamment en Ukraine. Alors, cher Xavier Moreau, on a entendu une information récemment qui a été d'ailleurs immédiatement démentie, mais j'aimerais savoir si c'était une vraie actualité ou une désinformation, comme cela a été dit de la part de l'opposition. Vladimir Poutine qui aurait subi donc un arrêt cardiaque. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'y ai pas cru, a priori. Visiblement, ça a été démenti, mais surtout, ça ressort en fait de la dissonance cognitive des adversaires de la Russie, c'est-à-dire que on espère et on croit que le chef adverse va être malade et que s'il meurt, ça va changer la chose fondamentalement. Sans faire de réduction ad Hitlerum, c'est juste un parallèle que je fais, mais finalement, on voit que au moment de la défaite, ceux qui dirigent le camp des perdants commencent à raisonner de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, c'était le 16 avril 1945, lorsque Roosevelt est mort, Hitler était persuadé que, ça y est, ça allait être le miracle de la maison de Brandebourg, qui avait sauvé la Prusse à la fin de la guerre de 7 ans, et que les États-Unis allaient demander à l'Allemagne de faire la guerre ensemble contre l'URSS. De la même manière qu'il était sans arrêt, la propagande allemande était sans arrêt en train d'expliquer que Churchill était un alcoolique paralytique, etc., etc. Donc ça, c'est une espèce de biais cognitif qui fait que, on veut absolument croire que Vladimir Poutine est malade. Donc ça a été tourné en ridicule. Quel est l'état de santé de Vladimir Poutine actuellement ? Est-ce qu'on a des informations ? Pour autant qu'on le sache, de ce que j'ai vu à Valdai où je me trouvais, il est en pleine forme. C'est quelqu'un qui est capable par exemple, les discussions à Valdai ont duré plus de 3 heures. Donc, il est capable d'intervenir 1 heure sur des dossiers extrêmement compliqués. Il est aussi compétent, en fait, en politique qu'en économie. Ça aussi, c'est un autre aspect. Il y a quelque chose que j'avais pas vu, qui est apparu à moi cette année, parce que j'ai participé à pas mal de forums, c'est que Poutine est un Deng Xiaoping. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, j'avais sous-estimé. Et que, donc, en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent dans tous les dossiers et qui est capable ensuite de répondre à toutes les questions, même les plus embêtantes, on va dire, les plus contrariantes, comme sur Prigojine, etc., qui sont des questions qui, pour moi, d'ailleurs, n'ont plus aucun intérêt maintenant. Et donc, de ce que j'ai vu, en tout cas, à Valdai, c'est qu'il était en pleine forme. Et après, c'est possible, Alors, pourquoi toutes ces rumeurs, selon vous, autour de lui ? Je pense que ça fait partie de ça, en fait. C'est que aujourd'hui, il est clair que l'Ukraine est dans une situation militaire catastrophique. Non seulement l'Ukraine, mais l'OTAN. Il n'y a plus de munitions, il n'y a plus de soldats. Et encore une fois, l'OTAN n'enverra pas de soldats, sauf les soldats qu'elle pouvait envoyer, c'est-à-dire des mercenaires ou avec des statuts de mercenaires. On va y venir, mais j'aimerais qu'on reste un instant sur Poutine quand même. Vous n'avez pas peur qu'il soit lâché un jour quand même ? Non, en l'état, non. Non, absolument pas. Parce que s'il disparaissait, c'est intéressant d'ailleurs de faire un peu de la politique fiction, mais ça pourrait peut-être arriver un jour parce qu'il est mortel un peu comme nous, sauf à ce que vous nous prouviez le contraire. S'il disparaissait, je sais pas, à la fin de cette guerre, pas forcément physiquement, mais en tout cas de la scène politique, qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce que c'est ce que les Occidentaux recherchent, d'après vous ? Je pense qu'au point où ils en sont, oui, ça doit être un espoir d'imaginer encore une fois que si le chef meurt, tout va changer. Ou sa succession, en tout cas. On peut tomber sur quelqu'un ça s'organise on peut tomber sur quelqu'un de plus radical que lui. Il faut bien comprendre que depuis le début, Vladimir Poutine est un modéré.
vous prenez l'opposition parlementaire, qui est une véritable opposition vous savez aussi. Que là, vous allez faire agir. Hein, oui, mais si vous voulez, Vladimir Poutine est légitime depuis le mois de décembre 2015 à intervenir militairement, puisque la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU avait imposé l'application des accords de Minsk à l'Ukraine, et que en décembre 2015, ils n'ont pas du tout été appliqués. Aucun n'a été appliqué. Aucun des 13 points de mémoire n'a été appliqué. Donc en fait, depuis décembre 2015, Vladimir Poutine est légitime à intervenir. Et en principe, les autres qui ont signé cette résolution, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne aussi à l'époque, devraient tous être au moins utiliser les pressions sur Kiev pour faire appliquer les accords de Minsk. Poutine a attendu 7 ans. 7 ans pendant lesquels Kiev a bombardé les républiques Non, mais j'entends ça. populaires. On va y revenir, on va parler longuement de ce conflit encore une nouvelle fois. Mais encore une fois, j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur la succession potentielle. Oui, pardonnez-moi. Donc voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, si vous prenez l'opposition parlementaire, c'est les communistes et nationalistes. Eux, ils disent, mais nous, depuis 2014, on a dit qu'il fallait y aller. À l'intérieur, autour de Vladimir Poutine, il y a aussi des gens qui pensent qu'on y va, que Poutine y va trop gentiment. Pourquoi est-ce que Poutine ne fait pas à Kiev ce que les Israéliens font à Gaza? Et ça, c'est-à-dire, si vous écoutez aussi les réseaux sociaux, il y a souvent ce genre de réaction. Quand ils ont balancé de petits drones sur le Kremlin, même moi, je me suis dit, oulala, il y a intérêt, mais vaut mieux quitter Kiev dans les jours qui viennent. Et en fait, non. Non, parce que ça ne sert à rien militairement de bombarder Kiev. Ça sert à quelque chose militairement de bombarder les infrastructures électriques. C'est ce que fait la Russie, puisque tout le système... Donc, Vladimir Poutine est quelqu'un de modéré. Si c'est l'opposition parlementaire qui arrive, ce sera plus dur pour les adversaires de la Russie, et notamment pour l'Ukraine. Et si jamais c'est également à l'intérieur du Kremlin, ce sera, dans le meilleur des cas, la même ligne que Vladimir Poutine. Et dans le pire, une ligne beaucoup plus dure. Il n'y a pas d'ambition dynastique chez Poutine ? Non. Non. Et avec les élections là qui se profilent et qui vont arriver donc très bientôt, c'est un moment de tension aussi qui se prépare ? Non, tout le monde attend, on attend un plébiscite. Hein. Le maire Poutine, même de l'avis du centre Levada, qui est un centre qu'on appelle libéral, qui est considéré comme un agent étranger d'ailleurs en Russie, puisqu'il est financé de l'étranger. Eh bien, la popularité de Poutine est à son plus haut niveau. On entend des informations évidemment hostiles à Vladimir Poutine, notamment de la part d'une chaîne Telegram, derrière laquelle se cacherait un ancien lieutenant général russe proche du Kremlin. Est-ce que vous en avez entendu parler ? C'est un peu le canon russe là dont on parle. Ouais. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Alors, vous avez des informations sur cette source ? Ce serait une sorte d'agent occidental qui serait infiltré au Kremlin. J'ai entendu ça. Non, ce sont des rumeurs. Ouais, tout ça. moi, je suis pas trop ces rumeurs. Ce que j'essaie de regarder, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas se tromper. Et c'est pour ça qu'à partir du mois d'avril-mai, des tentatives d'assassination, Poutine, tout ça, c'est pas documenté. Il n'y a pas eu de tentative, non ? Non. À ma connaissance, non. Et ce n'est pas documenté. Et je pense qu'il faut vraiment essayer d'être sérieux et de rester sur ce risque. Il n'est pas à prendre en compte selon vous ? Non. Il est très prudent, Vladimir Poutine est très prudent. Ceux qui le rencontrent sont mis en quarantaine plusieurs jours avant. Je pense qu'il veut pas finir comme Chavez, vous voyez, avec un cancer foudroyant, parce pour une raison ou pour une autre. Donc, il est très prudent sur sa santé. Il est très surveillé. Et encore une fois, si vous voulez, c'est pas un hasard si il va rencontrer Xi Jinping à Pékin. Parce qu'il a confiance dans le service de sécurité et il sait que la Chine est tenue par le Parti communiste chinois, mais il n'ira pas en Afrique du Sud parce qu'il y a toute une partie de la classe politique, notamment les Blancs en Afrique du Sud, qui sont très hostiles à la Russie, qui sont totalement alignés sur Washington. Et donc là, effectivement, il pourrait lui arriver quelque chose. Donc il est extrêmement prudent. Les Occidentaux auraient un intérêt, selon vous, à faire assassiner Poutine ? Je pense qu'ils n'auraient pas intérêt, mais qu'ils pourraient le faire parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ce serait en dernier recours, au moins, puis ça permet de parler d'autres choses, si vous voulez. On a très bien vu que, étant donné la catastrophe de l'offensive ukrainienne, ça arrivait à point nommé de pouvoir parler d'Israël et de la bande de Gaza plutôt que de parler de l'Ukraine. Donc, assassiner Poutine pourrait être présenté comme une victoire. D'ailleurs, j'ai regardé sur LCI, ils ont présenté l'assassinat de personnalités russes à l'étranger ou en Russie par le SBU, les services secrets ukrainiens, avec la complicité de la CIA. C'est sorti dans la presse américaine, dans un journal sérieux, je crois que c'était le Washington Post, ou le Wall Street Journal, bon, peu importe. Donc, on dit, ah bah oui, ce sont des bons succès qu'ils ont eu à assassiner Daria Dugina, un journaliste. Donc, en fait, tout ça,
il y a eu telle une suite de défaites de l'armée ukrainienne que tout est prétexte. À vous entendre, donc les Ukrainiens ont une politique active d'assassinat. Oui, ça tout à fait. Oui. Mais ils s'en vantent. Hein. C'est une tradition. Ils s'en vantent. Là, c'est le bandérisme. Le bandérisme est un terrorisme. Encore une fois, Stepan Bandera a commencé sa carrière en Pologne, puisque la région où il habitait, la Galicie, avait été réintégrée à la Pologne en 1918, après après la Première Guerre mondiale. Donc après, il y a eu des guerres dans la région entre les Ukrainiens, les Russes, les bolcheviks, les Blancs. Enfin, c'était faut lire Benoît Méchain là-dessus. Et donc il y a eu toute une série. Et à la fin, la Pologne, donc après avoir combattu l'armée bolchevique avec l'aide de la France, a pu récupérer une partie des territoires donc qui avaient été pris au moment du partage de la Pologne par l'Autriche-Hongrie. Donc c'est la Galicie et la Volhynie. Et donc Bandera est né dans cette Galicie. C'est le fils d'un prêtre gréco-catholique et c'est un fanatique et c'est un terroriste. Et il commence sa carrière en tuant des fonctionnaires polonais, notamment le ministre de l'Intérieur polonais en 1934 ou 36, je me souviens plus, peu importe. Et d'ailleurs, quand Hitler arrive au pouvoir, Bandera est en prison. Et les Allemands obtiennent sa libération. Parce que c'est un agent allemand. Donc c'est quelqu'un qui est... Le bandérisme est fondamentalement un terroriste. D'ailleurs, oui, militairement, ils ont beau célébrer la SS Galicina, militairement, elle ne s'est illustrée nulle part. Ils célèbrent la bataille de Brody. Personne ne sait ce que c'est que la bataille de Brody. C'est une micro-bataille au moment de la grande offensive soviétique de l'été 44. Et puis là, la SS Galicina, qui d'ailleurs n'est même pas une Waffen-SS, qui dépend du service sécurité de la SS, qui est surtout une unité de répression. Des Ukrainiens, des Polonais, des Russes, des Juifs, des Slovaques, des Slovènes, ils sont déployés dans les zones pour réprimer les populations qui n'acceptent pas la domination allemande. Donc en fait finalement ils reviennent à ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire le terrorisme. Et il y a un culte du terrorisme chez Bandera et c'est ce qu'ils font. Le comportement, si vous voulez, des unités de représailles à partir de 2014, c'est du terrorisme vis-à-vis des populations de l'Est et du Sud de l'Ukraine qui ne se considèrent comme russes et ne veulent pas être intégrés de force à en plus un modèle de société, un modèle politique qui les répugne profondément, c'était précisément le bandérisme. Eh bien, la manière dont il fonctionne exactement comme faisait la SS Galicia, comme faisaient les différentes, les Nachtigall, etc., toutes les structures dirigées par les trois héros, célébrés maintenant par Kiev, Bandera, Chouchkevitch et Melnik. Xavier Moreau, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'armée russe, qu'on en parle un petit peu. On parle beaucoup d'efforts de mobilisation de femmes dans l'armée russe en ce moment. Pourquoi ce sujet il apparaît maintenant ? Est-ce que c'est un vrai problème ? Est-ce que l'armée russe est sous-dotée en femmes par rapport aux autres armées ? Non, je pense que c'est une opération de contre-propagande, parce qu'en fait c'est l'armée ukrainienne qui est en train de mobiliser les femmes. Et notamment les pharmaciennes, les infirmières. C'est pas la preuve d'un échec de l'armée russe. Non, c'est en fait, si vous voulez, si vous prenez la manière dont fonctionne la propagande ukrainienne, quand ça arrive dans l'armée ukrainienne, systématiquement, il y a une campagne qui sort pour mettre ça au sein de l'armée russe. Par exemple, les pertes délirantes qui ont été annoncées sur l'armée russe, qui à certains moments en fait étaient supérieures au nombre de troupes russes impliquées dans ce conflit, eh bien c'est tout d'un coup on se met à parler de pertes colossales, parce que l'armée ukrainienne a subi des pertes colossales et l'en subira toujours, puisque sa puissance de feu est quasiment 10 fois inférieure à la puissance de feu russe. Donc c'est le feu, comme dirait. Mais il n'y a pas un problème quand même de mobilisation dans l'armée en Russie ? Mais il n'y a plus de mobilisation en Russie. La mobilisation, elle est terminée. La mobilisation, elle a eu lieu au mois de novembre. Elle s'est terminée, je crois, au printemps. Et donc, il y a eu 300 000 hommes qui ont été mobilisés et qui ont été formés et déployés sur le front. Et depuis, donc, il y a eu tout d'un coup une vague patriotique en Russie. Donc là, il y a plus de 350 000 Russes qui sont des engagés volontaires, comme on a nous dans notre armée, qui ont rejoint l'armée russe. Et donc, ces gens-là aussi doivent être formés. Alors, comme c'est pas des réservistes, ils ont qu'une formation, donc ça prendra, je pense, plus de temps, plus que 6 mois pour les former. Mais ils seront, je pense que l'armée russe pourra aligner environ 1 million d'hommes. Donc, ça veut pas dire qu'il y a 1 million d'hommes sur la ligne de front, puisque les troupes, en principe, doivent tourner. Mais 1 million d'hommes pourraient être consacrés à l'opération militaire spéciale, on va dire, l'été prochain, je pense. Et il y a pas de mobilisation, il y a aucun problème de recrutement, au contraire.
On en est où de l'intégration de la milice Wagner au sein justement des forces conventionnelles? Alors elle a été intégrée, Poutine a nommé un nouveau chef, il a fait ça de manière publique, qui est un colonel Troïtsev, je crois de mémoire, qui est même pas un ancien, qui servait chez Wagner, c'est un officier du renseignement militaire du GRU, donc c'est quelqu'un de sérieux d'après ce que j'ai vu. Et je pense que la période de Wagner, entreprise privée, est terminée. Notamment pour tout ce qui est du combat sur le territoire russe. Vous disiez que c'est terminé parce qu'avec le recul, justement, quel regard vous avez sur ce mouvement de révolte de Wagner? Écoutez, en fait, ce que j'avais imaginé, alors encore une fois, je n'ai écarté aucun des scénarios, mais le scénario que j'avais privilégié, notamment quand ça a commencé, d'ailleurs j'ai fait un tweet, j'avais dit que ça finirait comme le putsch des généraux. Moyennant quoi, c'est encore plus rapide, hein, les généraux ont tenu 2 jours et demi. Le putsch d'Alger, Prigojine a tenu quelques heures. Je pense qu'il a tenté un coup de bluff parce qu'il n'était pas content. Enfin, en vie, il a tenu un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, oui. Je pense qu'il a tenté un coup de bluff en imaginant qu'il pourrait avoir la peau de Shoigu, et du chef d'état-major de l'armée russe, le général Gerasimov. C'était eux qui étaient visés. C'était eux. D'ailleurs, les attaques contre Shoigu, contre l'état-major russe. C'était pas Poutine. C'était Ah non, personne ne touche à Poutine. C'est Sire, on vous ment. Donc non, personne ne peut toucher à Poutine aujourd'hui. C'est pas possible. Poutine est rentré dans l'histoire. C'est pas un personnage politique, c'est un personnage historique. Et qui peut être en train d'écrire d'ailleurs, alors que c'est 24 ans de succès, d'une suite de succès remarquables. Quand on vous écoute, parce que là, évidemment, je ne peux pas ne pas vous interrompre, on peut avoir une critique sur Poutine de la part de Xavier Moreau ou pas? Difficile, hein? Difficile. Non, si, il y a des choses. Si, moi, j'ai pas aimé, d'ailleurs, je l'ai écrit, vous regardez mes vidéos à l'époque, au moment du Covid. J'ai trouvé la politique illisible. J'ai trouvé qu'il s'est défaussé sur les gouverneurs, notamment le maire de Moscou, et que j'ai été déçu. Mais finalement, en fait, quand on regarde avec le recul, il a su rebondir aussi. C'est un test à grandeur nature de tout le système de santé russe, et surtout le système d'alerte pour la santé. Ça a justifié la création d'hôpitaux partout en Russie. Ça a permis de faire comme d'habitude avec Poutine. Il utilise tout est prétexte pour un saut qualitatif. J'ai souvent parlé des sanctions, mais les Jeux Olympiques, le mondial de foot, et là, le Covid, finalement, s'est révélé un moyen de faire un saut qualitatif dans le système de santé russe. Et surtout, aussi, ça répondait à une inquiétude, puisque Poutine l'avait dit il y a quelques années, en disant, il avait dit publiquement, j'aimerais comprendre pourquoi il y a toutes ces sociétés anglo-saxonnes qui viennent faire des prélèvements génétiques sur le territoire russe. C'est quoi le projet? Et quand l'armée russe est rentrée en Ukraine, elle est tombée sur 30 ou 40 laboratoires de recherche biologique américains. Et d'ailleurs, c'était tellement vrai que c'était sur le site internet américain, mais quand les Russes sont rentrés, ils l'ont retiré de leur site internet. Et d'après le ministère de la Défense russe, mais je suis d'accord, il faut prendre ça avec prudence, il y avait vraiment des recherches sur des armes biologiques qui cibleraient une race particulière, en l'occurrence les Slaves. Et donc, je pense que ça, les Russes le savaient, et ça les inquiétait, et donc aussi le Covid a été peut-être un moyen aussi de toutes les mesures qui ont été prises, de tester aussi la résistance à une attaque biologique. Cela dit, malgré tout, il y a des choses qui sont pour moi inadmissibles, de forcer les gens par la contrainte, le chantage au travail, etc., ou aux fermetures du restaurant, même si ça n'a pas duré très longtemps. Et même si le vaccin Sputnik n'a pas fait les hécatombes du Pfizer, loin de là, même à ma connaissance, il n'y en a eu aucun. Malgré tout, forcer quelqu'un à s'injecter un produit dont il ne veut pas, je trouve ça tout à fait inadmissible. Ça devrait être constitutionnellement clairement interdit. Voilà. Donc vous êtes en train de dire qu'il a fait comme les autres, quoi. Non, il n'a pas fait comme les autres, parce que les Russes ont résisté plus que les autres. Et les Russes, surtout, quand le pouvoir devient tyrannique, ils protestent avec leurs jambes. Ils partent. Il n'est pas déjà tyrannique, selon vous? Ils partent. Ah non. La Russie est un État de droit. La Russie est une authentique démocratie, contrairement à la France. Et Poutine n'est pas arrivé sur un putsch. Emmanuel Macron est arrivé sur un putsch. J'ai été soutien de François Fillon. Je peux vous dire que j'ai vu ça, comment ça s'est passé. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, ils ont fait à Fillon ce qu'ils font maintenant à Trump. Mais Trump, ça sera plus dur qu'avec Fillon. C'est quand même pas le même genre de personnage. Donc, non, la Russie n'est pas une dictature. On revient à Wagner, dont on parlait. La place de Wagner aujourd'hui dans l'armée, c'est quoi? A priori, Poutine a parlé de plusieurs milliers d'hommes. Je pense qu'en fait, c'était 10 000 hommes.
Après, il y a eu du brassage, hein, donc puis il y en a qui sont rejoints d'autres unités. Donc ça devait être parce qu'avec Prigojine, c'est pour ça aussi que j'avais arrêté de le suivre. C'était impossible de savoir. Une fois, il disait 50 000 hommes, ensuite il disait 10 000, ensuite 20 000. Et donc là, je pense qu'il y a une dizaine de milliers d'hommes. Donc c'est une unité d'élite. Hein. Cette aventure ne retire rien. La gloire que Wagner a acquis à Artyomovsk, Bakhmout, ne saurait lui être contestée. Prigojine, un instant, là aussi, j'aimerais qu'on y revienne. Ouais. Bon, il a été assassiné par Poutine ? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas du tout la théorie que je retiens. On peut pas tout écarter, mais je pense pas parce que déjà Poutine c'est un juriste. Donc si jamais il avait voulu faire du mal à Prigojine, je pense que ça lui a caressé il l'aurait jugé et il aurait été exposé ses turpitudes qui sont maintenant quand même assez connues, la drogue, l'alcool, les magouilles, les milliards de roubles trouvés dans ses bureaux à Saint-Pétersbourg, etc. Il y avait de quoi faire. Il a décidé de pardonner. Et la parole de Poutine a du poids, on le voit depuis, moi je l'observe depuis 24 ans, quand il dit quelque chose, il n'a même pas besoin de prêter serment ou de le signer, il le fait. Le pardon de Poutine, il est fiable. Il est fiable, oui. Donc je pense pas que ça... Moi au début, la première hypothèse, c'était une vengeance des militaires, parce qu'il y a eu plus d'aéronefs et de pilotes et de membres d'équipage abattus par Prigojine dans son espèce d'aventure militaire, de mutinerie, en 24 heures qu'il y en a eu de toute l'offensive ukrainienne de ces 5 derniers mois. Donc je pensais à une vengeance d'une partie des militaires, un règlement de compte. Ou il aurait peut-être pu être approché par les services occidentaux, Prigojine. Non, j'y crois pas. Et donc l'autre hypothèse que maintenant je privilégierais, mais sachant qu'après les réactions de Poutine, je sais pas trop, c'était l'élimination par un service secret étranger. Ce qui a du sens, parce que Prigojine n'était pas un soldat, mais c'était un grand organisateur. Et surtout, quand vous allez, par exemple, aider des pays comme des pays, je ne vais pas dire qui, mais en Afrique, ils ne vont pas payer Wagner par un virement bancaire, vous voyez. Donc, il faut trouver un moyen de se payer sur place, de trouver les matières premières, les choses qui peuvent être vendues. Donc, il y a tout un système, un écosystème financier qui doit être créé, et Prigojine savait faire ça. Donc, je pense que la perte de Prigojine, il est remplaçable, mais ce sera plus compliqué. Et surtout, je pense que ça a mis vis-à-vis des Africains, notamment, ça leur a fait peur. C'est pour ça que vous avez vu débarquer en Afrique des militaires russes, notamment le Sourovikine. Donc voilà. Donc c'était l'hypothèse la plus confortable. Et Vladimir Poutine a laissé entendre à Valdai qu'en fait, a priori, il y avait des armes, des explosifs, des grenades dans l'avion et que l'histoire avait mal tourné. Donc, est-ce que c'est une erreur de manipulation ? Il a aussi fait allusion à l'usage de drogue, d'alcool. Voilà. Je sais pas. On va attendre que le parquet russe publie ce qu'ils vont dire. Ce qui est clair que si Vladimir Poutine voulait inventer une histoire qui plaise à tout le monde, ce serait le coup d'un service secret étranger. Et il ne le fait pas. Donc, c'est peut-être autre chose. Mais pour être honnête, pourquoi ça m'embête d'en parler ? Parce que je pense que la Russie est passée à autre chose. L'affaire Prigojine, Vladimir Poutine répond à toutes les questions qu'on lui pose, notamment à Valdai, on l'a interrogé sur Prigojine. Sinon, on n'en aurait pas parlé parce que, en gros, l'affaire, elle est réglée. Et surtout, le fond de Prigojine, c'était de dire, il est mort, mais même avant, on n'en parlait plus avant. Et le fond de Prigojine, c'était de critiquer le ministère de la Défense. Or là, tout le monde constate l'extrême efficacité de la politique qui a été appliquée par le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, dans le décollage du complexe militaro-industriel russe qui est en train de faire des performances extraordinaires. Et plus personne ne se plaint d'absence de munitions, de vêtements, de nourriture. Les Russes sont vraiment passés dans une forme de... Alors de ça, non, mais quand même, je pense que vous allez balayer ces accusations, mais en tout cas, on entend, il y a une petite musique comme quoi il y aurait des problèmes de discipline qui augmenteraient au sein de l'armée russe. D'abord, je pense que vous les contestez, première question. Et quel niveau de discipline de l'armée russe par rapport justement à l'armée ukrainienne? J'aimerais bien aussi un comparatif là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une différence d'ardeur patriotique? Si, il y a une grande différence. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne, enfin ça c'est parfaitement documenté dans toutes les villes hors Kiev, puisque Kiev est préservé. On parle du feu qui anime les soldats ukrainiens. Oui, le feu qui anime les soldats ukrainiens, c'est surtout qu'on leur court après. Ils ont la même ardeur, les soldats russes. On leur court après pour les envoyer sur le front sans aucune formation. Il faut écouter les interviews à visage découvert des prisonniers ukrainiens en Russie, que d'ailleurs en plus il y a une vague de reddition qui est en train qui a commencé depuis plusieurs semaines maintenant. C'est pas du tout la fête, et surtout on envoie des gens qui sont absolument pas formés. Et c'est pour ça que dans la propagande anti-russe... Tout ça, c'est une intox de l'opposition ou... Ah oui, et c'est pour ça que dans la propagande anti-russe, vous allez avoir systématiquement l'armée russe accusée de ce qui se passe dans l'armée kievienne. C'est systématique.
Et il y a aussi une grande différence, c'est que par exemple les blogueurs pro-russes, comme par exemple quelqu'un que je cite souvent dans mes vidéos, Yuri Podaluka, quand quelque chose va mal, il le dit et surtout il l'amplifie même quelquefois de manière, à mon avis, un peu excessive. Et là, par exemple, il s'est rendu sur le front à Avdiivka. Il trouvait que il y a eu trop de pertes les premiers jours de l'offensive. Moi, je ne pense pas. Je pense que quand on lance une offensive, de toute manière, il y a des pertes. Ça, c'est inévitable. Même quand vous avez une supériorité de puissance de feu comme la puissance de feu russe. Et il l'a dit. Donc, quand quelque chose va mal, vous avez tous les correspondants militaires russes l'ont dit. Et c'est ça et c'est la force de l'armée russe, ça, finalement. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un canal Telegram, War Gonzo, que j'avais rencontré le journaliste qui était déjà sur place en 2014. Et donc, lui, c'est pareil. Dès qu'il y a quelque chose qui va mal, dès qu'il y a une soupçon d'approvisionnement pas à la hauteur, etc., tout de suite, ça sort dans les médias et c'est repris dans la presse russe. Et ça, en fait, ça a été un coup de pression qui était extrêmement efficace. Solovyov, qui est le propagandiste de Poutine, qui m'invite de temps en temps dans son émission, qui est toujours cité sur LCI ou sur BFM comme l'horrible propagandiste, il est le premier à dire quand ça va pas. Et aujourd'hui, vous écoutez, il a complètement changé de ton. J'écoutais une émission où justement il interviewait un ancien militaire russe, un colonel bien renseigné, et le colonel, qui lui aussi avait été critique, disait ça n'a plus rien à voir avec les erreurs qu'on a commises au début. Là, au niveau des équipements, du personnel, au niveau de l'approvisionnement en munitions, du flux logistique, il y a toujours des problèmes. Mais là, on est vraiment sur une armée, sur la première armée du monde, incontestablement, qui n'a aucun équivalent, de par son expérience, de par son équipement, de par sa motivation, parce que si vous voulez, il faut bien se rendre compte, les soldats russes aujourd'hui, ils se battent en Russie, y compris quand ils sont, sauf la seule partie où ils se battent qui n'est pas intégrée à la Russie, c'est Kupiansk. Ils sont dans la région de Kharkov, qui n'est pas encore intégrée à la Russie, mais elle le sera, à mon avis. Mais aujourd'hui, selon la constitution russe, les régions de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, ce sont du territoire russe. Ils se battent pour leur terre. Et surtout, ils sont accueillis comme des libérateurs dans toutes ces régions-là. Je peux dire, moi, j'ai traîné mes guêtres à Donetsk et un peu à Lugansk depuis 2015. Évidemment que c'est la Russie là-bas. Et donc, quand ils ont vu arriver l'armée russe, c'était... je me souviens même, d'ailleurs, il y avait les mobilisés qui ont été accueillis, notamment dans la région de Lugansk, au moment où c'était difficile à ce moment-là. On était en octobre, novembre de l'année dernière. Ils disaient, si on avait su, on serait venu plus tôt, on se rendait pas compte. En fait, c'est la Russie. Et donc, en fait, la motivation russe, elle est même supérieure à celle de l'armée ukrainienne, parce que l'Ukrainien, il veut pas y aller. L'Ukrainien, s'il a l'argent, il paye le bureau de mobilisation, et il s'en va. Pourquoi est-ce qu'ils ont viré la totalité des chefs de bureaux de mobilisation dans toute l'Ukraine, d'après vous? Pourquoi? Si jamais les Ukrainiens sont si motivés pour aller se battre. Parce qu'en fait, ils prenaient 2, 3, 4, 5 000 $ pour pouvoir s'enfuir. Est-ce que vous croyez que pendant la guerre de 14-18, il fallait courir après les Français pour qu'ils aillent défendre la patrie? Évidemment que non. Donc les unités qui étaient capables de défendre la patrie, qui le voulaient, qui croyaient... pardon, mais moi j'ai vu, je vous oppose à ça, on a vu des photos de trous creusés pour y jeter les soldats russes qui étaient un peu trop véhéments, en guise de punition. C'est pas un peu archaïque ça vous... Ça, j'y crois pas du tout. J'y crois pas un instant. C'est de la fake news, ça aussi. C'est de la fake news, ouais. Écoutez, c'est facile de trouver c'est le même peuple, hein, donc ils parlent la même langue. Donc trouver quelqu'un qui va parler russe et qui va faire ce genre de montage est extrêmement facile. Donc c'est la mise en scène. Moi, je regarde même pas ces choses-là. Mais d'ailleurs, ni du côté russe, ni du côté... mais du côté russe, il y en a très peu, finalement. Mais par exemple, les choses que je supporte pas, c'est les quadracoptères qui balancent des grenades et on voit un malheureux qui soit russe ou ukrainien. Je ne supporte pas ça. Et d'ailleurs, je suis des canaux Telegram russes très bien informés et je pense qu'ils ont tort de faire ça. Cette espèce de délectation malsaine. Quand c'est un char qui saute, quand c'est bon, ok, je veux bien. Mais là, cette espèce d'acharnement de balancer, que les gens trouvent du plaisir et fassent des commentaires là-dessus, je trouve ça vraiment pornographique. Voilà. Et donc je ne fais même pas attention à ces histoires-là. Et c'est pour ça que j'avais fait le choix depuis avril 2022 de suivre la ligne de front. Parce que la ligne de front, elle ne ment pas. À un moment, il y en a qui avancent, il y en a qui reculent. Il y en a qui occupent des hauteurs, il y en a qui sont coincés dans des cuvettes, dans des vallées. Voilà, il y en a qui font des bombardements dans la profondeur, il y en a qui en font pas. Ça c'est clair. Et à terme, on peut m'expliquer qu'il y a, je sais pas, 300 000 morts russes. Il faudra toujours nous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait alors pour gagner cette guerre, parce que les Russes vont gagner la guerre. Ça, c'est une évidence.
Alors, que la Russie gagne cette guerre, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez le contraire. On va parler, si vous voulez bien, à présent un peu de Zelensky. Il a répété la nécessité de réformer l'ONU ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il propose exactement? Est-ce que vous savez? La même chose qu'a proposé Fabius à l'époque de la Syrie, c'est-à-dire qu'en fait, il voudrait retirer le droit de veto à la Russie. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est légitime pour faire ce genre de proposition? Non, et puis surtout, c'est surtout du blabla parce que en fait, le Conseil, ce qui est important dans l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Il surestime pas un petit peu sa position sur la scène internationale? Je pense que si. Je pense qu'effectivement, il a eu sa période où il passait dans tous les parlements, où il menaçait les sociétés françaises devant le Parlement français, devant des parlementaires béats d'admiration. Y compris au Festival de Cannes. Voilà, donc c'est en fait, il a. Mais aujourd'hui, bon, tout le monde en a assez, y compris aux États-Unis, mais je dirais même surtout aux États-Unis parce qu'ils ont des élections dans un an. Donc ça, il y a une fatigue ukrainienne, comme on dit. Et donc, lui, en fait, c'est surtout pour faire parler de lui parce que, encore une fois, le droit de veto, ce sont dans le droit de veto. L'ONU a besoin d'être réformé. Moi, je pense que oui. C'est pas normal que le Sud global soit si peu représenté. Je pense que l'Inde devrait avoir un siège. Je pense que l'Organisation d'États africains aussi devrait avoir un siège avec leur présidence tournante. Et le droit de veto, là, dont on parlait, non, pas de droit de veto. Pas de droit de veto. Conseil de sécurité, c'est pas une bonne idée, ça? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Honnêtement, il n'y a aucune chance que ça arrive. Donc, puisqu'il faudrait que ceux qui ont le droit de veto l'acceptent. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui demandent à ce que, qui souhaiteraient le départ de la France du Conseil de la sécurité. C'est une bonne idée, ça, d'après vous? Non. Après tout, on y est, on y reste. Hein. Même si vous ne partagez pas l'opinion de la gouvernance actuelle. Ah oui, non, mais un jour, le régime d'Emmanuel Macron ou de son successeur, je ne sais pas qui ce sera, tombera et la France sera de nouveau une démocratie et aura un pouvoir représentatif une fois qu'elle aura chassé l'oligarchie. Et là, évidemment, on aura besoin d'avoir les instruments que nous allez... Ironiquement, c'est une bonne idée, je savais que vous alliez dire, et puis ce qui est normal, c'est évidemment ma position, puisqu'on est français, mais est-ce que c'est raisonnable, d'après vous, qu'on puisse même émettre ce genre de proposition, quoi? Qu'il y ait des gens qui disent... ceux qui veulent faire ça ne nous veulent pas bien. Effectivement, il y a les européistes qui rêveraient de donner notre droit de veto et notre place de membre permanent à l'Union européenne, ça évidemment. Et avec Macron, toutes les trahisons sont possibles. Et puis, il y en a qui considèrent en disant qu'aujourd'hui, on n'a plus la taille critique. Si vous voulez, la France de 1945, même si elle avait... c'est un des derniers symboles de la grandeur de la France. C'est ça, et c'est l'héritage du général de Gaulle. Enfin, c'est grâce à lui. Si vous voulez, la conférence de Téhéran, en 1943, on devait être un pays occupé. Et c'était l'AMGOT, c'était les livres qui sont sortis récemment l'ont montré, la manière dont Roosevelt voulait se débarrasser de Gaulle et nous mettre à la place Giraud, là, cette espèce qui était un bon général, mais une nullité politique absolue. On voyait bien que c'était le général de Gaulle devait d'un côté organiser l'effort de guerre avec des Français contre l'Allemagne et en même temps se battre contre Roosevelt qui voulait nous administrer comme un pays perdant. Et à la conférence de Téhéran, il y a des archives qui le montrent, les rapports qui sont faits, c'est ok, on sera un pays, on sera dans le camp des perdants, quoi. Et c'est grâce au général de Gaulle et à Churchill que finalement on a notre poste au Conseil de sécurité de l'ONU, notre droit de veto, et que d'un pays qui... La Russie aussi a son droit de veto. Elle en a abusé d'après vous? Non, elle l'utilise dans son intérêt national, donc c'est à la limite à chaque fois que évidemment que l'un ou l'autre l'utilise, on peut estimer qu'il en abuse. Mais en fait, encore une fois, le droit de veto était une nécessité pour que les statuts de l'ONU soient acceptés par toutes les parties. Donc voilà, c'est une réalité. En revanche, donc je pense pas qu'il faudra jeter le droit de veto. La responsabilité de la crise de fonctionnement de l'ONU, justement, elle peut pas être imputée à la Russie, justement. Mais la crise de fonctionnement de l'ONU, le Conseil de sécurité fonctionne très bien. Et mine de rien, c'est encore un endroit où tout le monde se retrouve et où on peut discuter. Après, qu'effectivement, chaque État national défende ses intérêts, en tout cas en ce qui concerne les États-Unis et la Russie, parce que la France le régime français ne défend pas les intérêts de la France. Mais dans ce cas, qu'ils défendent chacun leurs intérêts, c'est tout à fait normal. Mais les Russes, depuis le début, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette erreur en Libye,
à l'époque où Medvedev était président, où ils ont accepté finalement à contre-cœur en se disant bon, il faut jouer les institutions internationales. Allez, ok, on ne met pas le veto à cette résolution. Eh bien finalement, ça a été utilisé pour tuer Kadhafi, pour provoquer une crise extrêmement grave dans le nord de l'Afrique, qui a des conséquences encore aujourd'hui, notamment sur les vagues de migrants. Alors que tous les spécialistes, à commencer par le meilleur spécialiste français Bernard Lugan, l'avaient dit, si vous faites ça, ça va être le raz-de-marée migratoire. Et bien on a eu ce qu'on a cherché, avec en plus déstabilisation de la Syrie, etc. Donc voilà, c'était. Je pense pas que l'Union soviétique. Ce qui est clair, c'est que les Russes veulent jouer les institutions internationales parce qu'ils considèrent que il doit y avoir un nouvel ordre mondial qui soit multipolaire, c'est-à-dire sans direction. C'est-à-dire que la prétention de Washington après la guerre froide à vouloir tout chapitrer de Washington, eh bien, ça, c'est terminé. Et de toute manière, ce n'est plus possible, ni économiquement, ni militairement pour Washington. Alors justement, parlons-en de ces organisations internationales concernant les promesses d'une intégration plus poussée de l'Ukraine, justement dans celle-ci. Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, d'après vous? Vous en parliez tout à l'heure. Je n'y crois pas, parce que quand on rentre dans un traité international, vous rentrez avec des frontières. Et surtout, un casus belli. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a l'article 5. Donc, si jamais l'Ukraine rentre avec les frontières qu'elle estime avoir, c'est-à-dire avec les 5 régions qui désormais sont des régions russes, eh bien, elle pourra justement estimer qu'elle a été envahie, et donc elle pourra invoquer l'article 5, et donc, eh bien, automatiquement, tous les pays de l'OTAN seront en guerre contre la Russie. Or, déjà, vous avez des pays qui vont dire non. Moi, je pense que la Turquie dira non. La Hongrie dira non, et maintenant il y a même la Slovaquie qui va dire non, puisque le Premier ministre... Puis il y a peut-être Poutine qui préférera conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Ça, de toute manière, honnêtement, je ne pense pas que la Russie veuille conquérir l'ensemble de l'Ukraine, mais au moins la Nouvelle-Russie. Oui, de Odessa jusqu'à Kharkov, ça, ils mettront le temps qu'il faudra, mais ça fait partie du projet. Couper en fait non seulement l'Ukraine mais la Pologne de la mer Noire, c'est au programme. On a vu récemment un affrontement entre le Hamas et Israël qui avait été révélateur justement de discorde au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez, Xavier Moreau, du positionnement d'Ursula von der Leyen de manière générale ? Déjà, elle ne représente qu'elle. Elle n'a pas été élue. En principe, elle est pas habilitée. Elle n'est pas mandatée, normalement. Elle n'est pas mandatée. Elle ferait mieux de se taire. Elle gagnerait à se taire. Elle agit comme une présidente d'une commission européenne ou comme une ancienne ministre allemande de la Défense, d'après vous? Je pense qu'elle agit comme un haut fonctionnaire nord-américain. C'est l'agent de l'étranger. C'est pour ça qu'elle était une lourde faute politique. Oui, c'est pour ça que l'Union européenne a été faite. L'Union européenne, le fonctionnement de l'Union européenne, c'est pour servir les intérêts de Washington, et surtout ça permet de noyer les grands pays qui devraient prendre les décisions pour l'Europe, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie. On peut mener encore une politique étrangère cohérente à 27 ou Non, je pense pas. Non. On voit très bien. Par exemple, la France n'a aucun intérêt dans un conflit en Ukraine. Elle aurait dû, comme pour mon avis au Proche-Orient, garder ses distances en disant, écoutez, nous sommes une puissance d'équilibre, venez discuter, on veut bien faire de la médiation, etc. C'est ça qu'elle aurait dû faire. La Pologne, en revanche, elle a des intérêts. La Pologne, elle lorgne vers ses anciens territoires, on en a parlé tout à l'heure, la Galicie, la Volhynie. Elle a un projet géopolitique qui s'appelle l'Initiative des Trois Mers, donc relier la mer Baltique, la mer Noire, la mer Adriatique, donc c'est complètement fantaisiste, mais bon, en tout cas, ils y croient, en tout cas, le PiS y croyait. Et donc, elle a ce projet-là, et évidemment que si la Russie met la main sur Odessa, c'est terminé. D'autant plus qu'en plus, les Roumains et les Bulgares n'apprécient pas particulièrement les Polonais. Pas grand monde qui apprécie les Polonais, pour être parfaitement honnête, en Europe de l'Est. Donc, ce que je veux dire, mais cela dit, c'est son intérêt. De la même manière qu'on peut estimer que l'Allemagne a son projet traditionnel de contrôle de la Mitteleuropa. Pourquoi pas? Mais nous, non. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on aurait une politique étrangère commune? Ça n'a aucun sens. En quoi le sort de l'Ukraine a-t-il un intérêt pour l'Espagne ou le Portugal? Zéro. Donc non, il faut revenir à des politiques nationales. En revanche, je pense qu'on est passé maintenant dans une étape nouvelle depuis 1945, c'est-à-dire depuis la première utilisation de la bombe atomique, c'est qu'on peut plus faire n'importe quoi. Et que je pense que c'est une bonne chose. C'est ce que un des théoriciens de l'arme nucléaire français, le général Lucien Poirier, appelait le pouvoir rationalisant de l'atome. C'est-à-dire que la destruction mutuelle assurée, la MAD, oblige les gens à réfléchir. Et en se disant, bah oui, on peut pas faire la guerre. L'Allemagne n'enverra plus la France. On est un pays, on a 200 têtes nucléaires.
Donc ce serait la fin de l'Allemagne. Et surtout qu'en plus, l'Allemagne, elle ne veut pas se doter du nucléaire. Donc on n'a aucun danger à nos frontières. En revanche, on doit avoir une armée qui tient la route pour nous défendre au cas où, d'une manière ou d'une autre, ou si nos intérêts vitaux sont en jeu. Il n'y a pas de souveraineté sans complexe militaro-industriel qui fonctionne. Et le nôtre... Du coup, l'élargissement de l'Union européenne, c'est une mauvaise idée pour vous. C'est une très mauvaise idée. Et à quoi servent les pays baltes ? Ça n'a aucun sens. Et ça les a tués, les pays baltes. Regardez la courbe démographique des pays baltes. Jusqu'en décembre 1991, ça monte et ça descend. Et aujourd'hui, j'ai des amis qui s'en vont, qui sont dans les pays baltes, ils me disent il y a que des vieux et des enfants. Dès que les enfants ils ont 18 ans, ils partent étudier ailleurs et ils vont travailler ailleurs. Ce que font également une bonne partie des Ukrainiens qui ne veulent pas aller se battre. Et c'est des gens qui ne reviendront jamais. Je pense que l'enjeu pour les Russes, c'est de récupérer cette main-d'œuvre qui, en plus, c'est encore une fois, à part l'ouest de l'Ukraine que je mets vraiment à part, les Ukrainiens et les Russes, c'est le même peuple. Poutine. Ils parlent la même langue. Alors justement, tiens, j'aimerais bien vous faire agir. Pour vous, je cite, l'Ukraine c'est l'Europe et l'Europe c'est l'Ukraine. Voilà ce qu'a affirmé la présidente du Parlement européen en début d'année. Pour vous, c'est plutôt l'Ukraine c'est la Russie c'est l'Ukraine, c'est ça ? Mais en fait, non, je suis d'accord avec ça. Mais l'Europe, c'est pas l'Union européenne, c'est plutôt ça. Parce que quand ils disent l'Europe, mais la Russie est un pays d'Europe. C'est même la première puissance européenne, la première armée d'Europe. C'est la première armée du monde de toute manière, mais c'est la première armée d'Europe. C'est un pays avec des capitales européennes. C'est un pays avec où les arts de notre civilisation, que ce soit la musique, la littérature, sont célébrés, bien plus qu'ils ne le sont d'ailleurs chez nous, où la population de souche est bien plus européenne que ce qu'on peut voir dans de nombreuses capitales en Europe de l'Ouest. Donc non, c'est un pays... mais je vous dirais même, moi j'étais à Vladivostok, donc au bord de la mer du Japon, pour le forum précisément de l'extrême-orient russe. On est plus en Europe à Vladivostok, au bord de la mer du Japon, qu'à Paris, je vous le dis honnêtement. Et puis surtout, c'est la propreté, c'est une belle Europe. À quoi vous dites ça ? Bah c'est ça. Enfin, je suis désolé, je ne sais pas si vous vous rendez compte parce que vous y vivez, mais non, si je me rends compte. c'est ça, c'est peut-être Anne Hidalgo. Oui. Alors, en revanche, oui. J'ai donné une conférence à Colmar il y a pas longtemps. Là, j'étais dans la France que c'est magnifique Colmar. Donc oui, il y a une France de province qui tient le niveau. En même temps, quand on défend les rats, c'est compliqué. Moi, je compare les capitales et les capitales. Donc je compare Moscou, capitale de 13 millions d'habitants, à Paris, capitale de 1 million d'habitants. Allez, rajoutons la banlieue, 12 millions d'habitants, donc c'est moins que Moscou. Et il y a des quartiers où vous n'osez pas aller, c'est sale, ça fonctionne. Tous les jours, il y a des messages dans le métro, accident voyageur, à croire que le sport national, c'est de se jeter sous les rails de métro, je comprends même pas pourquoi ça arrive comme ça. Il y a des problèmes techniques sans arrêt, encore tout à l'heure quand j'ai pris le métro. C'est pas ça l'Europe, hein. Enfin, c'est pas l'Europe de mon enfance, voyez-vous. Donc il y a un effondrement des élites, il y a un effondrement de la compétence, il y a un effondrement de la technique. Du point de vue, moi j'aime beaucoup les hautes technologies, on est complètement largués. Les Russes, eux, essayent de rattraper leur retard, nous c'est terminé. Donc voilà, pour revenir aux Pays-Baltes, ils ont tué les Pays-Baltes. L'Union européenne a tué les Pays-Baltes démographiquement. Bientôt les Russes pourront y aller, mais il n'y aura personne. C'est ça qui est terrible. L'Union soviétique avait construit en Lituanie une centrale nucléaire qui permettait à la Lituanie, encore jusqu'en 2010-2011, d'exporter de l'électricité, notamment vers la Biélorussie et vers ses voisins. Cette centrale nucléaire a été fermée par l'Union européenne et maintenant la Lituanie achète à la Biélorussie sous sanction de l'électricité produite par la centrale nucléaire que les Russes ont construite en Biélorussie. Vous voyez. Donc les pays baltes avaient été destinés à l'époque soviétique à être les pays producteurs des biens de consommation. Les plus jeunes, il y avait des tourne-disques à l'époque, vous voyez, des disques qui tournaient, ça s'appelait un tourne-disque, des magnétophones, des télés, tout ça était fabriqué dans les pays baltes. La Russie, et puis surtout tous ces pays-là avaient une énergie gratuite en fait. Donc il y a eu un petit décollage, même si c'était à l'époque soviétique, donc c'était pas très efficace. Mais cela dit, et regardez aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. En revanche, c'est une masse migratoire qui va travailler ailleurs. Et les pays baltes, ce sont des pays de désert. Mais pas que les pays baltes, la Pologne également. Alors la Pologne, avec le PiS, essayait de se battre contre ça, comme la Russie essaie de se battre contre le déclin démographique. Mais l'Union européenne a tué les pays baltes. La réalité, c'est ça. En parlant de l'Union européenne, l'Ukraine vient de faire passer une nouvelle loi. Il pense qu'elle est le dernier obstacle au lancement des négociations justement d'adhésion à l'Union européenne.
c'est encore lié, selon vous, à quoi? La corruption endémique en Ukraine? Est-ce que vous croyez vraiment aux chances de l'Ukraine d'intégrer l'Union européenne? Non, je ne pense pas. Je pense que beaucoup de pays s'y opposeront, notamment la Hongrie, parce qu'il y a une minorité magyare qui est persécutée en Ukraine. Donc, il n'y a pas que les Russes qui sont persécutés, mais les Russes, c'est les plus nombreux, donc on en parle beaucoup. Mais finalement, est-ce que la majorité des pays de l'Union veulent que je pense pas. intègre Non, l'Ukraine, c'était l'instrument dirigé contre la Russie. Et je pense d'ailleurs que quand cet instrument aura été neutralisé, dans tous les sens du terme, les gens vont abandonner l'Ukraine à son sort. Qu'en pense Macron, d'après vous? Je pense que Macron a suivi ce que lui disaient ses maîtres anglo-saxons, notamment à Washington. Je pense que tout le monde était persuadé que, comme disait John McCain, le sénateur américain russophobe, feu John McCain, qui disait que la Russie est une station-service avec l'arme nucléaire. Donc il croyait ça, parce que tous les think tanks aussi français faisaient du copier-coller du Google Translate de ce qu'ils disaient dans les revues américaines. Et donc Macron était encore a cru ça. Alors à quel moment est-ce qu'il va descendre? À quel moment les élites autour de Macron vont lui dire qu'il a perdu la guerre, lui dire que la Russie ne manque pas de munitions, qu'elle a utilisé les sanctions pour faire un saut qualitatif du point de vue économique, qu'elle est en voie d'hyper-industrialisation? Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un ose dire ça avec Macron. C'est ce que j'étudierai dans mon prochain livre, d'ailleurs. C'est qu'en fait, on a assisté à un phénomène qui rappelle assez la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire où en fait, les responsables militaires ou économiques ne disent pas la vérité, ce pourquoi ils sont payés, ils disent ce que les autres veulent entendre. Parce que s'ils disent pas ce que les autres veulent entendre, ils vont. Mais vous êtes un agent russe. Si vous dites, je cite le cas du général Martin, par exemple, qui était correspondant, qui était attaché militaire à Moscou et qui a fait des conférences où il expliquait que l'armée russe, les officiers sont nuls, elle est hyper corrompue, etc., etc. En fait, je pense qu'il ne le pensait pas. Mais en revanche, si jamais il disait attention, l'armée russe, il y a une montée en puissance, ils ont fait des réformes, ils ont encore des sous-officiers, etc., etc., vous êtes un agent du Kremlin. Les Russes vous ont tourné le cerveau. De la même manière que les analystes économiques disent la même chose. C'est-à-dire, s'ils commencent à dire attention, l'économie russe, elle est 2 fois plus industrialisée que nous, en parité de pouvoir d'achat. Hein, en plus, elle a un potentiel énorme, elle n'a pas de dette. Si vous êtes un agent du Kremlin. Donc en fait, vous voulez garder votre poste. L'Institut des Français de la Relation internationale de l'IFRI, le directeur Thomas Gomard, il veut garder son contrat avec le ministère des Affaires étrangères français. S'il commence à dire la Russie est un pays riche, on va lui dire vous êtes un agent du Kremlin, donc on ne travaillera plus avec vous. Donc il dit la Russie est une puissance pauvre. Donc toutes les décisions qui sont prises par les élites françaises sont prises sur des données qui sont complètement fausses. Et c'est pour ça que je cite souvent, et je reciterai encore une fois Karl Kraus, qui était un polémiste très 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 fort en Autriche dans les années 30, qui disait les guerres démarrent lorsque les politiciens mentent aux journalistes et qu'ils croient ce qu'ils lisent dans les journaux. Et bien là, je vous dis, les guerres démarrent lorsque les politiciens demandent à leurs conseillers de mentir et croient ce que les conseillers leur disent. C'est à peu près le même maladie mentale, espèce de biais cognitif qui est responsable, qui est vraiment responsable. Là, on va être dans le camp des perdants sur l'Ukraine. Hein. On va être dans le camp des perdants, alors qu'on aurait dû être dans le camp des pacificateurs. Tout le monde aurait parlé de la grandeur des perdants. On va perdre cette guerre. L'OTAN va perdre cette guerre, et nous l'avons soutenue. Est-ce que l'OTAN perde la guerre, c'est très bien. J'espère que ça mettra comme alliance militaire, c'est nul. Et les liens entre la France et la Russie pourraient être, on va dire, renoués. J'avais ici, sur cette banquette, il y a quelques semaines, Alexander Makagonov, qui est le porte-parole de l'ambassade de Russie, que vous connaissez, je crois aussi. Oui, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez de lui J'ai une estime. Vraiment, c'est. En plus, je vois parce que ça bouillonne à l'intérieur, mais en même temps, il a le contrôle de soi. C'est presque un personnage de roman russe, vous voyez. Et surtout, je vois à quoi. Beaucoup lui prêtent un très grand avenir. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut. Mais vous savez, moi, des jeunes comme ça, j'en vois dans toute la Russie. Notamment, j'ai interviewé le gouverneur adjoint de la région de l'Amour. Donc, c'est une immense région. Je crois qu'il fait 5 fois la France. Alexander Makagonov, il a quoi? Il a à peine 40 ans. Ouais, c'est les nouveaux fonctionnaires de Vladimir Poutine. C'est notamment pour les gouverneurs, etc. C'est ce qu'on appelle le projet présidentiel. C'est 5 ans de formation. Moi, quand je suis arrivé en Russie, il y a 24 ans, bientôt, au mois de mars, ça fera 24 ans, les gouverneurs, c'était des communistes, des anciens communistes, des alcooliques, des corrompus. C'était vraiment des gens avec qui, si vous n'aviez pas envie de travailler, surtout quand vous étiez une société étrangère. Là, mais ils ont tous
un QI à 12 chiffres. Et ils sont brillants, ils connaissent parfaitement leur dossier. J'en ai interviewé, ils sont polyglottes. C'est impressionnant. Et, ou alors ils sont très très bien formés, parce que c'est vrai que... Ils sont très bien formés, mais après, oui, mais vous avez moi-même face à un tribunal médiatique sur BFM, par exemple. Vous avez vu. C'est la grande classe. On est jaloux. On se dit, mais pourquoi est-ce que nous, on n'en a pas des comme ça? Et donc là, surtout, on voit avec la patience avec laquelle... Non, mais il y a peut-être qui vont dire aussi, c'est parce qu'ils sont extrêmement bien formés. Oui. Mais ils sont sélectionnés. Vous pouvez pas former... vous faites pas d'un âne un cheval de course, vous voyez. Donc déjà, il y a une sélection, ce qui est de moins en moins le cas, qui n'est pas fait sur la couleur de peau, sur le sexe, etc. On prend les meilleurs. Femmes, hommes, on s'en fout. On prend les meilleurs, et puis après, on les forme pour de vrai, et à faire des choses concrètes. Et notamment développement des infrastructures, et ils connaissent leur dossier par cœur. J'en avais discuté d'ailleurs avec quelqu'un, une personne que j'ai rencontrée, c'était à Vladivostok. Il me disait de toute manière, si jamais tu te pointes devant Poutine et que tu es gouverneur adjoint et que tu as un dossier que tu connais, c'est terminé. C'est terminé. Donc si vous voulez, nous, vous mettez à côté, vous mettez Darmanin, Bruno Le Maire, et puis je vois cette jeunesse de hauts fonctionnaires qui a entre 33 et 45 ans. Et là, vous demandez qui va succéder à Vladimir Poutine, il n'y a que l'embarras du choix. Et c'est tous des patriotes. Si vous regardez l'interview que j'ai faite du ministre du développement de l'Extrême-Orient russe et de l'Arctique, donc c'est énorme hein, comme projet, Alexei Tchekounkov, je lui pose la question, parce que c'est vrai, quand on était à Vladivostok, on avait vraiment l'impression que la guerre en Ukraine, c'était à la périphérie. D'ailleurs, Ukraine, ça veut dire périphérie, en fait. Et donc, je lui disais simple, mais un peu provocateur, pour être un peu provocateur. Et c'est là, il m'a répondu, il m'a dit, mais non, ici, nous sommes tous patriotes russes. D'ailleurs, nous parrainons, je crois qu'il parraine la ville de Mariupol. Donc, nous aidons, nous investissons, etc. Et l'infanterie de marine de la flotte du Pacifique est sur place, et le combat, etc. Donc, c'était pas ça que je voulais dire, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que la question, je voulais l'amener sur le fait que, bah oui, mais nous, on est tourné vers l'Asie. Vladivostok, c'est le forum précisément de l'Extrême-Orient russe. Et en fait, au contraire, ils sont tous, et c'est sincère, vous voyez très bien qu'ils aiment leur pays, ils souffrent de ce qui se passe, mais ils considèrent que c'est nécessaire. Et je peux vous dire que cette Russie que j'observe là, ça va être extraordinaire. Ce qu'on va observer dans les dizaines d'années qui viennent, ça va être l'apogée, ça va être un apogée de la civilisation russe, de la puissance russe. Alors, Xavier Moreau, vous m'avez apporté sur un plateau une transition toute naturelle quand il y a un instant, vous parliez de ce que les journalistes disent et ce qu'on doit croire ou non, en tout cas ce que le public croit ou non. Vous êtes un phénomène quand même, parce que c'est vrai que encore récemment, vous avez participé à une émission que j'ai le plaisir d'animer qui s'appelle Bistro Liberté. En à peine quelques jours, vous aviez déjà près de 400 000 vues sur votre vidéo. C'est la qualité du présentateur. Oui, je le pense aussi, mais bon, il faut quand même relever que parfois il est un peu aidé, ce qui était le cas avec vous. En tout cas, d'abord, cette émission, voilà, j'aimerais bien vous demander le retour que vous en aviez eu, parce que c'est vrai que ça avait été très vif, hein, puisque vous l'avez compris, on va aller maintenant sur un autre terrain, puisque vous êtes aussi géopoliticien. Donc on va parler à présent du conflit israélo-palestinien, mais avant cela, j'aimerais juste un instant que vous me disiez un petit peu quel regard vous avez sur cette popularité incroyable que vous avez gagnée au fil des années et au fil des mois, surtout ces derniers mois, puisque, on le rappelle, vous n'êtes encore une fois quasiment pas ou presque pas invité des plateaux dits mainstream. Donc c'est quasiment de la notoriété uniquement sur des médias dits alternatifs. Je sais que Berkoff m'a invité à deux reprises. Donc si tant est que Sud Radio soit vraiment un gros média, on est plus près des incorrectibles que TF1, je pense. De temps en temps, j'ai quelquefois été, je pense, par un stagiaire qui m'avait pas googlisé. Et puis qui a réalisé l'erreur qu'il avait faite après. BFM TV, c'était pour participer aux Grandes Gueules. Ah oui, vous m'avez raconté cette anecdote, c'est-à-dire que vous étiez invité, puis au dernier moment... Je dis, bon, déjà, vous êtes sûr, parce que j'ai pas que ça à faire, hein, donc oui, et puis donc je dis ok, bon bah c'est d'accord, et puis plus rien. Je pense que le stagiaire s'est fait virer, et puis bon, le stagiaire, on n'aura pas trop de peine pour lui, mais sur cette popularité grandissante que vous avez, puisque de plus en plus de gens c'est une grosse responsabilité. C'est Stratpol, on le rappelle. Hein, Stratpol, donc on a un site internet, stratpol.com. On a notre chaîne YouTube a été fermée il y a 1 an, alors que encore une fois, je n'insulte personne, je n'ai jamais été condamné. Mais comment vous expliquez ça je pense que c'est la grande force du régime actuel, non seulement du régime Emmanuel Macron, mais de celui qui le domine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la délégation au privé de la répression.
C'est ce qu'on a vu également avec le QR code, par exemple. On a délégué au serveur dans les restaurants ou au patron du restaurant, pour pas perdre son boulot ou pour pas perdre son restaurant, le droit de regarder ce que vous avez dans le sang. Parce que c'est ça, hein, le QR code avec le vaccin, c'est qu'est-ce que j'ai dans le sang. Donc ça a été délégué aux plus petits, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des policiers pour contrôler tout ça. Donc n'importe qui maintenant peut savoir si vous êtes vacciné ou pas. Ça devrait être encore une fois constitutionnellement interdit. Et ça, c'est la délégation et maintenant il délègue également la délégation de la censure. C'est pas Macron qui m'a censuré ou qui a fermé mon compte en banque. C'est la banque. Oui, c'est YouTube qui vous a censuré votre chaîne, c'est ça? C'est YouTube. Mais sur demande, vous pensez? Je pense que oui, parce qu'en fait, ils m'ont censuré par deux attaques. La première, c'est qu'ils m'ont mis tout d'un coup 3 avertissements, donc c'est la fin de la chaîne. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait en deuxième. Parce qu'en fait, j'arrive le jour de ma chaîne. Là, vous êtes en train de me dire que moi, je risque d'être censuré à mon tour en vous écoutez, je sais pas. L'arbitraire est complet. L'arbitraire est complet. Parce qu'encore une fois, moi, je n'ai insulté personne. J'ai toujours considéré cette guerre en Ukraine comme une guerre civile. Je pleure, je prie pour les morts des deux côtés, car ce sont des Russes des deux côtés pour moi. C'est ce que je dis. Et ça, à mon avis, c'est pas condamnable. On peut ne pas être d'accord, mais c'est pas condamnable. Mais en fait, il y a cette délégation. Donc, vous déléguez aux serveurs et aux restaurateurs le contrôle des vaccins. Vous déléguez aux banques de faire fermer le compte en banque de quelqu'un qui a été fermé. Le lendemain, j'étais observateur du référendum dans le Donbass, je suis rentré, mon compte a été fermé et ma chaîne YouTube a sauté. Voilà. Donc, vous déléguez en fait à des privés qui de manière ils peuvent rien faire. Et donc YouTube ils ont fermé. C'est une banque française qui vous a fermé votre compte. Vous pouvez dire laquelle? Ça sert à rien. La BNP. Faire la pub. La BNP. Bon, voilà. La BNP. Histoire d'être voilà, la BNP. Et donc, vous avez des preuves de ce que vous dites là, si derrière. Ah bah oui, j'ai plus de compte. Non, mais ce que je veux dire, vous avez la preuve que c'est bien une volonté unilatérale de la banque. Moi, je voulais pas le fermer. Et donc sans raison. En fait, déjà, il y a eu beaucoup de comptes qui ont été fermés parce que vous étiez en Russie, parce que et moi, en fait, suite à, je veux dire, à un conflit avec votre banque. Non, ils ont demandé. Non, en plus, j'avais encore un crédit. D'ailleurs, en fait, ils ont pas fermé mon compte. J'ai toujours un numéro de compte où je suis censé payer mon crédit. Non, mais c'est vraiment. Et moi, en fait, ce que je vois, c'est que donc il m'avait posé plein de questions. J'avais répondu d'où venait, etc. Et puis, mais en fait, c'était le retour. Après mon retour, encore une fois, d'avoir été observateur du référendum dans le Donbass, il y a tout qu'à sauter. Et donc, ma chaîne YouTube, tout d'un coup, elle saute sans aucune raison. Donc, je me plains, je conteste la décision, parce que j'ai pas respecté les règles, je sais pas trop quoi, les codes, les règles de la charte. La charte, je sais pas trop quoi. Et donc, je conteste, elle est rétablie. Et dans la foulée, je me prends cette fois une fermeture parce que je me prends trois avertissements comme ça. Et vous n'avez pas du tout anticipé? Si, heureusement, parce que j'avais déjà eu quelques avertissements, notamment quand je m'attaquais à un certain lobby au sein du Quai d'Orsay, Clément Beaune, si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Réfléchissez. Si vous voulez sauver votre chaîne, je vous conseille de pas rentrer dans les détails. Parce que moi, je m'étais pris des avertissements là-dessus. Vraiment, ça, faut pas y toucher. Mais après, sur YouTube, si vous prenez un avertissement, vous tenez tranquille. J'abordais plus le sujet, ou alors, quand je l'abordais, je le faisais sur Odyssée. Donc, donc j'ai créé une chaîne Odyssey, comme j'ai eu quelques alertes quand même quelques fois. Vous auriez pu créer une chaîne sur Player. Voilà, j'aurais pu créer une chaîne sur Player, mais j'ignorais son existence. Vous allez le faire à présent. C'est fort possible. Ami Player, bonsoir. Voilà, et donc j'ai fait sur Rumble. Maintenant, il y a aussi Twitter, enfin X. Là, je pense qu'Elon Musk peut tout simplement remplacer YouTube si jamais il s'y prend bien. Il y a encore quelques petites choses qu'il faut faire parce que les vidéos sont noyées dans les tweets en fait, donc il faudrait quasiment faire 2 colonnes. Mais bon, avec son QI, lui, je pense qu'il a dû y penser avant moi. Donc il y a de toute manière la technologie est de notre côté. C'est ça que souvent les crypto-monnaies, la numérisation, ce sera utilisé par nos ennemis contre nous de toute manière. La technologie est de notre côté, mais c'est amusant parce que ces fameux fact-checkers qui ne font que s'exprimer sur X, vous avez vu cet appel, enfin c'était le 27 octobre dernier, bon ça s'est révélé être un beau naufrage, mais ça dit quoi ça? C'est Guignol là, du fact-checking en France qui appelait à faire une journée. Ça s'appelle des commissaires politiques. De grève de X. Ça s'appelle des commissaires politiques. Donc ils ont été mandatés par ceux qui payent les fact-checkers en France. Ça s'appelle, encore une fois, il y a beaucoup de points communs avec l'Union soviétique déclinante, me dire même pas déclinante dès le début, et notamment encore une fois, après le fond. Mais ils sont payés pour ça. C'était le fond Chiappa, le scandale du fond Chiappa. Ils la ramènent encore, quoi.
Ah ouais, c'est formidable. Ils sont payés. Encore une fois, les Russes ont une expression, ils disent celui qui paye commande la musique. Donc, qui paye? Il commande la musique. Et donc, évidemment, que c'est beaucoup plus facile de nous traiter de... Ils passent pour des guignols. Oui, mais malgré tout, si vous voulez, ils passent pour des guignols auprès d'un public averti. Ouais. Malgré tout, sur la masse, malheureusement, si vous voulez, toute la population française n'est pas conscientisée, pour parler comme un marxiste, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quoi qu'il arrive, ils sont toujours utiles. Et puis, de toute manière, l'idée aussi, c'est de ne pas faire de débat d'idées, de débat historique, mais c'est de qualifier. Donc, à l'époque, au moment de la Troisième Internationale, c'était les fascistes. Tout le monde dit les fascistes. Et maintenant, c'est complotiste. Donc, par exemple, si vous dites que, comme je le dis moi, ce sont les Ukrainiens qui ont détruit le MH17, je suis un complotiste. Et je dis, attendez, j'ai des arguments qui le montrent, du point de vue du matériel, du point de vue géographique, etc. Non, complotiste. Donc si vous n'acceptez pas le discours du régime, c'est complotiste. Et tout ça, en plus, c'est délégué, encore une fois. C'est ça qui est très fort dans le système actuel, c'est que c'est délégué à des acteurs privés. Et donc, ce qui fait qu'en plus, vous finissez par haïr le serveur qui vous demande votre QR code, vous finissez par haïr le restaurateur, le policier qui vous met une amende parce que vous n'avez pas mis votre masque, le banquier qui vous ferme votre compte. C'est ce que Solzhenitsyn appelle la haine de tous contre tous. C'est ça en fait, et c'est la société qu'ils veulent créer. C'est-à-dire qu'on finisse par tous se regarder en chien de faïence, comme dans l'archipel du Goulag. Vous voyez. Donc c'est sordide, hein, c'est la société qu'ils sont en train de créer, en déléguant au plus bas de l'échelle la répression. C'est vraiment sordide. Xavier Moreau, alors je le disais, on passe maintenant à un autre sujet, mais sur lequel, étonnamment, justement, on vous attendait peut-être pas, et puis on l'a vu dans Bistro Liberté, avec justement des positions qui m'ont moi-même aussi un peu surpris par moment, mais ça va être l'occasion justement d'y revenir. C'est bien sûr le conflit israélo-palestinien qui fait rage en ce moment à Gaza. Qu'est-ce que vous pensez tout d'abord de la visite d'Emmanuel Macron au Moyen-Orient? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que normalement, il est dans son rôle là ou pas? Oui, c'est le chef de la diplomatie. Le président de la Cinquième République, c'est le chef des armées, le chef de la diplomatie. Le problème, c'est que... Elle est bien représentée par son président, la France? Je ne pense pas. Personne ne le prend au sérieux. Donc, je pense que Netanyahou le prend pas au sérieux. Et donc, je crois qu'il a perdu beaucoup. La seule réussite que j'ai notée, parce que j'essaie d'être objectif, c'est avec l'Inde. Mais c'est plus parce qu'on a encore quelques perles qu'il n'a pas encore vendues aux Allemands ou aux Américains, ou pas complètement vendues pour ce qui est d'Airbus ou de Dassault. Donc là, effectivement, c'est des contrats qui sont négociés depuis des années et qui finissent par aboutir. Et donc là, on a effectivement la relation entre l'Inde et la France. Et de par ces contrats qui ont été passés, Macron a eu, c'est la seule fois où on n'a pas eu honte d'avoir Macron, sauf qu'il a parlé en anglais. Alors que Modi parlait en anglais, en indien, et au moment de la conférence, l'appel en conférence, donc vidéo, Modi parle en indien, et lui parle en anglais, avec son mauvais anglais. Le mien est pas mieux, mais si j'étais président français, je parlerais en français, point. Et donc toujours cette espèce ce côté beauf, en fait, si vous me pardonnez, il y a vraiment un côté très beauf. Je parle 2 mots d'anglais, je vais essayer de me faire croire que je suis bilingue, c'est pour impressionner la ménagère de plus de 40 ans, c'est ridicule. Mais donc en dehors de l'Inde, c'est un fiasco. Toute sa politique étrangère est un fiasco complet. Elle trahit tous les intérêts de la France, elle trahit notre héritage diplomatique. Et alors sur sa proposition là au Proche-Orient de coalition internationale, c'est plutôt une bonne idée, non? C'est suicidaire. Hein. Non. Encore une fois, c'est pas une bonne idée, ça. Non, c'est pas une bonne idée. Je pense que Pourquoi? parce que la France ne doit pas, encore une fois, s'aventurer d'un côté ou de l'autre dans une guerre où les intérêts vitaux français ne sont pas engagés. Donc la guerre entre la Palestine et Israël ne concerne pas la France, les intérêts vitaux ne sont pas engagés. Et du fait que nous avons la plus grosse communauté juive d'Europe après la Russie et des millions de musulmans, je crois 12 millions, d'après ce que je ne savais pas, on me l'a dit, nous pousserait normalement, la prudence nous pousserait à être prudent. Et donc à proposer, comme on aurait dû le faire pour l'Ukraine également, puisque nos intérêts vitaux ne sont pas engagés, à proposer de se retrouver, d'être médiateur, ce qu'a fait la Russie sur le conflit palestino-israélien. J'aurais voulu que Macron fit ce qu'a fait... qu'il adopte la même ligne que celle. Voilà, c'est-à-dire on déplore les victimes délibérées d'ailleurs, et dans ce cas, je suis d'accord, c'est du terrorisme, ou collatérale, mais à côté de ça, il faut trouver une solution politique d'un problème qui existe depuis 1947. Et je pense que de toute manière, ça finira par une solution politique, quoi qu'il arrive.
Et je vois pas là aujourd'hui, si jamais Israël donne l'assaut à Gaza, 2 États, c'est possible encore pour vous? c'est quoi l'autre solution? Le problème, c'est que là, ce qu'ils sont en train de faire à Gaza, c'est pas une offensive terrestre. Une offensive terrestre, vous leur reconnaissez ou pas le droit de se défendre? Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Alors comment ils peuvent faire? La question, c'est que je ne vois pas d'autre solution qu'une solution politique. Il n'y a pas de solution militaire. Là, si vous voulez, si jamais, ça veut dire qu'ils peuvent pas là, ce qu'on vous, voit, l'ancien militaire de Saint-Cyr, vous dites, là, ils peuvent pas se défendre militairement. Si, alors dans ce cas, oui. Si jamais leur but, c'est de s'emparer de Gaza, définitivement, ça va leur coûter des milliers de morts. Et je pense qu'une partie de leur armée n'est pas formée. Parce que j'ai pu parler avec eux, l'armée de 1967 de la guerre des 6 jours ou de 1973 de la guerre du Kippour, elle n'existe plus. Il y a encore quelques vétérans qui doivent... Mais aujourd'hui, le jeune Israélien, ce qu'il veut, c'est vivre comme en Californie. Vous voyez, Israël, d'ailleurs, veut faire de la tech, de la haute technologie, il veut de la Startup Nation. Voilà, Startup Nation. Et d'ailleurs, ils ont certains succès, on peut pas le nier. Mais donc là, ce que j'ai plutôt l'impression de voir quand je vois ces bombardements massifs, c'est qu'ils se préparent pas à faire un assaut parce que il y avait le colonel McGregor qui disait exactement la même chose il y a 5 jours. Il disait le commandement des troupes au sol allemand avait demandé à Göring d'arrêter de bombarder Stalingrad dans tous les sens parce qu'en fait, quand c'est écroulé, vous avez des angles de tir imprévisibles. Alors que quand c'est un bâtiment qui tient encore debout, eh bien, c'est quand même plus facile à analyser. Ou si vous appelez des feux, vous regardez exactement là où vous les appliquez pour détruire l'ennemi. Et là, en fait, ils font exactement le contraire de ce que moi, en tout cas, on m'a appris à faire si jamais on rentre dans une zone humanisée, c'est que vous commencez pas par écrouler tous les bâtiments. Et surtout que le Hezbollah a des tunnels partout, ça va être le Vietnam, quoi. C'est vraiment. Et donc c'est ce que fait. Donc j'en conclus qu'ils veulent pas vraiment donner l'assaut et qu'ils veulent plutôt une soulation, chasser la population. Ils ont quand même. Écoutez, ils ont demandé à 1 million de Gazaouis de quitter leur maison. D'ailleurs, c'est ce qui a surpris. Pardon de refaire le lien avec Bistro Liberté un instant, mais il y avait une discussion entre ce jeune militant LFI. Et puis, évidemment, Damien Rieu qui a fait beaucoup parler de Reconquête. Et vous, étonnamment, on sentait une sorte de, pas de collusion d'idées, mais sur certains points avec Yanis Dalouche. Voilà, c'était lui, son nom. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'on disait la même chose, mais pour des raisons différentes. Yanis Dalouche, c'est ça, oui. Dalouche, il s'inscrit dans une tradition de la gauche post-Deuxième Guerre mondiale, de décolonisation. En plus, il a des origines algériennes, mais c'est un type intelligent, donc je pense pas que ses origines le conditionnent, en fait. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt son analyse. Et donc, il considère comme a toujours considéré la gauche, notamment en Union soviétique, que Israël est un peuple de colonisateurs, et que les Palestiniens sont un peuple qui veut s'affranchir des colonisateurs. Donc, il est dans cette vision de la gauche, assez traditionnel. Donc pour moi, c'est pas tellement surprenant. Donc il soutient a priori, comme souvent la gauche, comme Mélenchon. Mélenchon est dans cette tradition. Donc il soutient le colonisé contre le colonisateur. C'est comme ça que d'après vous, Mélenchon, parce que y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il était fini. Moi, je suis pas d'accord. Et à l'inverse, j'entends beaucoup de gens me dire aujourd'hui que finalement, on si vous voulez, il a tenu bon. Sur un plan politique. Mais oui, mais si vous voulez, tôt ou tard, cette hystérie, comme l'hystérie ukrainienne, va retomber. Vous êtes bien d'accord que par rapport à un joli coup qu'il a fait parce que finalement voilà, et surtout et pas forcément uniquement d'ailleurs avec les populations musulmanes, mais également finalement on dit mais en fait c'est le seul qui est pas devenu hystérique. Et le problème c'est que moi je tiens à ce discours-là parce que je pense à l'intérêt supérieur de la France. Et par exemple quand je parle des attentats, etc. Je cherche pas à porter un jugement de valeur. J'ai dit je suis pas un tribunal, j'essaie de comprendre. Et de comprendre ce que veut faire Israël. Pour l'instant, comme je l'ai dit pendant l'émission, je le vois, ils bombardent gratuitement ce qui militairement est stupide. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire fuir la population. Mais dans ce cas, ça marchera pas. Moi, je pense que ça marchera pas parce que le monde arabo-musulman, notamment parce qu'il y a l'Iran aussi, va se tourner contre Israël, beaucoup de gens font un parallèle justement avec ce qui s'est passé en Ukraine, justement. Vladimir Poutine, aujourd'hui, il sera à la tête d'un pays comme Israël qui vient de se faire attaquer comme il l'a été le 7 octobre dernier. Il réagirait différemment, vous pensez? Je pense que déjà la Russie c'est un empire, donc la Russie aurait intégré les Palestiniens comme un élément de l'empire, comme ils ont intégré les Ingouches, les Tchétchènes, les Tatars il y a 5 siècles, les Tchouvars et ainsi de suite. Donc je pense que la Russie aurait aussi une intégration. Je pense que c'est peut-être le modèle que devrait suivre. En fait, il y a quoi? Il y a la solution à 2 États, mais il y a aussi de faire un pays multiethnique, multiculturel.
je pense que Bernard Lévy serait d'accord, puisque c'est ce qu'il souhaite pour la France. Et donc, pourquoi pas faire dans ce cas un seul État, mais avec des droits Et égaux. dirigé par qui cet État? Par une élection présidentielle. Après, on peut trouver une solution à la libanaise, on peut tout imaginer. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment Israël peut gagner cette guerre. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.